Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'insoumission.fr. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Imane Marifi sur le plateau de l'Insoumission. Imane, bienvenue. Merci Sylvain. Imane, vous êtes infirmière de profession. Oui. Vous et vos collègues médecins, vous avez été à Gaza du 22 janvier au 5 février dernier. Vous avez ensuite livré votre témoignage bouleversant sur la réalité du génocide. Vous avez été auditionné à l'Assemblée nationale, notamment par les députés insoumis. Oui. Vous avez aussi été ici même avec nous à l'insoumission.fr il y a quelques mois. Et ce vendredi, vous avez été perquisitionné chez vous et placé en garde à vue, puis libéré. C'était jeudi. Ce jeudi, excusez-moi. Je vous en prie. Jeudi. Est-ce que vous pouvez nous dire quels ont été les motifs de cette perquisition et de cette garde à vue? Donc c'était donc jeudi 5 septembre, jeudi dernier. J'ai été réveillée, enfin j'ai été interpellée par ma fille qui m'a dit maman, il y a des gens devant la maison. Je suis descendue et effectivement il y avait des policiers. Moi au début j'en ai vu un nombre certain. Il s'est avéré après qu'il y avait 3 voitures de police, soit une petite quinzaine de personnes qui sont entrées chez moi. J'ai ouvert la porte. Ils sont entrés pour me signifier mon placement en garde à vue. Et donc mon interpellation pour le fait de menaces de mort réitérées en raison de l'origine, la race, l'ethnie ou la religion. Et ensuite, j'ai été amenée en garde à vue après une perquisition. Et comment s'est déroulée la garde à vue et aussi la perquisition? Quelles ont été les conditions de cette garde à vue? Pour être honnête, j'ai tout de suite demandé qui j'avais menacé. Donc on m'a dit et j'ai expliqué tout de suite que j'avais l'enregistrement et que je n'avais rien dit de mal. J'avais appelé très bienveillamment et je n'avais pas de souci. Et j'ai senti peut-être que la pression redescendait du fait que tout de suite, ils ont senti que j'étais pas du tout inquiète, que j'étais très calme. Et ensuite, le trajet était très long et quand on est arrivé, il y a eu l'audition et elle s'est plutôt bien passée, même la perquisition. Elle n'a pas été violente, quoi. Et je pense que s'ils avaient une grief violente envers moi, ils auraient pu être plus embêtants. Mais ça a été, ils ont fouillé ma chambre et un petit peu le salon. Après, ils ont visité absolument toutes les pièces de la maison. Ça, ils ont été dans toutes les pièces, sans exception. Mais de la partie fouille, c'était vraiment que ma chambre et un petit peu le salon, vraiment. Les 2 pièces à vivre qui me concernent. D'accord. Voilà. Et immédiatement après, vous avez reçu le soutien du député insoumis Oui. Thomas Porte, qui s'est exprimé, qui vous a soutenu, qui a appelé à votre libération immédiate alors que vous étiez encore en garde à vue. Oui. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu sa prise de parole, ses déclarations? Écoutez, c'était incroyable. Moi, je l'ai découvert un petit peu pendant, puisque la personne qui était avec moi m'a dit « j'ai vu Thomas Porte ». Et ensuite, quand j'étais en audition, je ne comprenais pas bien, mais il y a une dame qui est entrée qui a dit Thomas Porte est là ». Et je dis « ah bon, pourquoi? Vous le connaissez bien ?» Et je dis oui, on a déjà travaillé ensemble. Et ensuite, elle a regardé sur mon téléphone, elle a vu qu'on avait des échanges. Elle me dit « ah oui, vous parlez, hein ?» Et je dis « oui, comme je vous le dis, on a eu à échanger puisqu'on a travaillé ensemble, notamment autour des Jeux Olympiques. On a eu des échanges, notamment autour des Jeux Olympiques. » Et elle me dit « je ne comprends pas que vous parliez des personnes comme lui. » Enfin voilà, j'ai tout de suite compris et senti qu'il y avait une animosité envers ce qu'il représentait. Voilà. Alors, j'en profite pour revenir sur du second degré que j'ai pu avoir lors de ma prise de parole dimanche au rassemblement. Je précise que c'était du second degré. Je pensais qu'on allait le comprendre du fait de mon large sourire, mais ça n'a pas été compris par tout le monde. Quand j'ai dit ça ne m'a pas aidé, si, bien évidemment, ça m'a aidé. Le soutien que j'ai reçu grâce à lui était international. Vraiment, il a été immédiat et international. J'ai reçu des messages de personnes vivant aux États-Unis, dans des pays arabes, vivant en Angleterre, en Norvège. J'ai reçu des messages de soutien de par le monde et tout partait de son début de campagne de libération. Il a été vraiment incroyable et je voudrais vraiment le remercier infiniment et aussi le remercier pour le soutien à ma famille qu'il a apporté. C'est hyper important que vous me donniez la parole aujourd'hui pour ça. Il a été humain en fait, il a parlé à mon mari, il a parlé à mes sœurs, il a été vraiment très humain. Moi, si je dois être tout à fait honnête avec vous, Sylvain, j'ai découvert Thomas le soir de ma sortie de Gaza, puisqu'il a fait partie de la délégation qui était sur place et qui sont venus nous rencontrer au Caire. Ça faisait 1 heure qu'on venait d'arriver au Caire, oui. Donc on était encore dans l'émotion de ce que nous venions de vivre. C'était quand même la pression de quasiment 1 mois qui redescendait entre la préparation et ce qu'on a vécu sur place. Donc j'ai vraiment découvert un être humain incroyable et je voudrais lui rendre hommage parce que ça a été mal compris, je m'en excuse, mais vraiment son soutien a été très précieux.
Il était présent de A à Z et en plus, vous l'avez dit, le soutien qu'il a apporté a eu une incidence Oui, très positive oui, sur les relais, sur la présence, oui. l'accompagnement. Donc c'est très important. Il a eu un relais sur 2 choses principales. La première chose, ça a visibilisé mon témoignage et celui de mes collègues de retour de Gaza, puisque beaucoup ne me connaissaient pas, mais connaissaient Thomas. Et ça a aussi permis de parler de ce salon de l'immobilier. Voilà, ça a été repris dans plusieurs médias internationaux qui ne comprenaient pas que la ville de Paris, ou en tout cas la France plutôt, la France, puisse accepter qu'un salon, même privé, puisse communiquer et recevoir dans ses locaux ce salon. Dans le contexte actuel, il aurait été opportun, peut-être, de réfléchir à l'accueil de ce salon. Oui. Donc son intervention à Thomas a permis beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez justement revenir sur les motifs précis qui ont été à l'origine de la garde à vue? C'est l'affaire, comment ça a été fait, le contexte, pour bien qu'on comprenne justement d'où vient le motif invoqué Oui. pour vous intimider. Oui, alors en fait, c'est encore très peu clair, je dois le dire, puisqu'il y a 2 versions. Celle qui semblerait la plus plausible, c'est que la responsable des salons Hoche à Paris a reçu à peu près 300 appels malveillants dans la journée, ce qui est horrible, ce qui est répréhensible par la loi. Bien évidemment, il n'y a pas de sujet. Et quelqu'un aurait dit, nous allons venir chez vous et faire un Bataclan. La référence est vraiment inaudible. On n'a pas à dire ça. Enfin, ça, sur ça, je soutiens le fait qu'elle porte plainte. Voilà, ça, je veux être claire dessus. Ensuite, pourquoi moi? Pourquoi moi? S'il y a eu 300 appels malveillants réitérés, pourquoi est-ce que je suis l'une des seules à avoir été placée en garde à vue aussi rapidement? J'espère que ce n'était pas pour que je serve d'exemple. Il y a une starification, une petite notoriété que l'on m'attribue, que moi je ne ressens pas du tout, que l'on m'attribue. Moi je n'ai fait que faire mon travail. Je suis juste infirmière humanitaire et je témoigne factuellement de ce que j'ai vu. Il n'y a pas de starification ici. À un moment donné, il y a un policier qui m'a dit « mais vous êtes une star ». Je lui dis « la star, c'est le peuple palestinien. C'est eux qui résistent. Moi je ne suis qu'un porte-voix ». Donc est-ce qu'on a voulu faire de moi un exemple? Je ne sais pas, c'est pas à moi d'y répondre. Mais c'est comme un puzzle qu'on essaye de mettre en place. Il y a des pièces qui me manquent, mais je commence peut-être à entrevoir peut-être une silhouette. Et cette silhouette m'amène à penser ça. Et dans ce puzzle, on voit différentes pièces. On se souvient des convocations pour apologie de terrorisme en cascade contre Rima Hassan, contre Mathilde Panot, présidente du groupe parlementaire Insoumis. Donc on observe sur ce puzzle une volonté des autorités, du média, de l'ordre en place, d'intimider, de bafouer les voies de la paix, comme vous. Donc c'est une partie du puzzle. On se souvient aussi récemment, c'est tout récent, c'est l'enquête pour apologie de terrorisme contre le professeur d'économie Benoît Huot, tout simplement parce qu'il avait évoqué le bilan des plus de 200 000 tués à Gaza, bilan qu'a évoqué la revue médicale The Lancet. Et pour ce fait, il est intimidé, il est suspendu de ses fonctions. Et ma question, c'est est-ce que vous êtes aussi en lien avec ces personnes qui portent aussi la voix de la paix, de la défense du peuple palestinien et qui sont intimidées tous les jours? Est-ce qu'il y a un lien que vous faites pour organiser une défense commune en quelque sorte? Non, et c'est bien dommage. Justement, je pense qu'aujourd'hui, la lutte pour l'autodétermination, le cessez-le-feu et toute la paix que nous portons manque de convergence. C'est bien dommage. Ça manque de convergence. Il faudrait que nous puissions nous constituer en un socle commun, car nous portons les mêmes valeurs. Ou en tout cas, nous avons beaucoup de valeurs communes que nous devrions peut-être potentialiser pour nous faire entendre d'une seule et même voix. Et en ça, il y a plusieurs voix qui pourraient nous représenter. Il suffirait seulement... On a pu se rendre compte avec le drapeau de la libération, donc c'est une initiative que nous avons lancée avec différents collectifs pour nous passer le drapeau palestinien de main en main. Donc le drapeau a parcouru plus de 4000 km à travers la France, un seul et même drapeau que nous sommes passés. Et nous avons pu échanger avec différents collectifs de France. Et nous avons créé une convergence. On n'y avait pas forcément pensé au début, mais si vous voulez, chaque ville devait se mettre en lien avec la ville précédente et la ville suivante. Donc ça a créé du lien. Et on s'est rendu compte que nous manquions d'initiatives nationales. Et nous réfléchissons à effectivement créer ce type d'initiative. C'est important. C'est un exemple, mais c'est important que nous nous constituions. Parce qu'il y a, et je l'ai dit dimanche lors de ma prise de parole, je pense que nous sommes à l'aube de quelque chose de très très grave. Nous sommes à l'aube de, je pense,
ce n'est que mon sixième sens qui le dit, mais je pense que nous sommes à l'aube d'une répression des voies de la paix. Oui. Et j'en appelle à tous ceux qui peuvent réfléchir, les constitutionnalistes, les éditorialistes, les personnes qui aujourd'hui font les médias, puisque très peu de journalistes finalement font du journalisme maintenant. J'en appelle à toutes ces voix auxquelles nous tendons le micro, à qui les médias mainstream permettent la parole. Je leur demande de faire preuve d'objectivité. Vraiment, c'est important, puisqu'ils sont l'histoire avec un H de demain. Et l'histoire nous regarde. Cette ère que nous vivons sera étudiée demain. Il est important qu'ils puissent faire pause et faire ressortir leur objectivité, qui est normalement le socle du journalisme. C'est clair qu'on a vu que depuis le 7 octobre, ce socle est inexistant pour eux, que ce soit pour le journal Le Monde ou tous les grands titres de presse. C'est toujours ce traitement médiatique qui invisibilise le massacre à Gaza, qui relaye les propagandes du régime Netanyahou, qui, pareil, passe sous silence, par exemple, toutes les intimidations. On se souvient aussi des annulations des conférences de Jean-Luc Mélenchon à Lille. On se souvient, et on le voit encore, toutes les injures publiques qui sont portées contre vous, les voix de la paix, contre les insoumis, qui portent aussi cette parole de défense du peuple palestinien. Donc c'est évident que vous avez raison, les médias ont une responsabilité directe dans ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, parce qu'ils taisent justement le bilan, les massacres. Et sur le bilan, on en parlait juste avant l'entretien, sur le chiffre donc, des 200 000 tués à Gaza. Ça a été une étude qui a été réalisée par la revue médicale The Lancet, donc qui part des victimes directes et indirectes. Et vous aviez déjà évoqué en février ce qu'étaient les victimes indirectes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Nous avons été reçus à l'Assemblée le 13 février dernier et je ne cesse, depuis mon retour, le 7 février, je ne cesse de parler des morts indirectes. Ma première interview était le lendemain sur France 24 et j'ai évoqué l'histoire d'Abir que je ne cesse d'évoquer à chaque prise de parole car pour moi, elle représente à elle seule ces morts indirectes qui sont moi, je le répète, avec ma petite expérience de 15 jours qui était très intense, sur une journée, les morts indirectes représentaient 3, 4, voire 5 fois plus les décédés, les assassinés, que les morts directes. J'en ai pour preuve, par exemple, cette dame qui était la référente du ministère de la Santé et à qui nous remettions les dossiers des personnes qui arrivaient tuées. Elle les étudiait, elle les retenait ou pas. Et moi, pour la mort d'Abir, je lui avais dit, 3-4 jours après, au fait, vous avez recensé le dossier qui est de la dame, et je lui rappelle. Elle me dit non. Je lui dis pourquoi. Elle me dit mais c'est pas une mort de la guerre, je ne fais remonter que les morts de la guerre. Je précise que les Palestiniens parlent de guerre avec toute leur dignité. Et je lui dis pourquoi. Elle me dit mais c'est pas une mort qu'on est sûr de pouvoir imputer à l'armée israélienne. Donc elle ne la comptait pas. J'en ai pour exemple un jeune homme qui devait avoir une vingtaine d'années, qui était arrivé lors d'un blast. Il avait eu sa jambe avait totalement explosé. Je ne sais pas si vous voulez la photo, je l'ai. Il y avait de la terre, la jambe était délabrée, le garrot n'avait pas été fait tout de suite. Et on l'avait placé en réanimation parce qu'il avait fait un arrêt cardiaque sur un choc hypovolémique. On l'avait placé en réanimation. Il est décédé à peu près une semaine après. Je l'ai interpellé dessus en disant « Ah, là, c'est une mort directe ». Elle me dit non, il n'est pas mort tout de suite. Ça peut être une infection, etc. Ils ont une espèce de dogme de la vérité où il n'y a pas de médecine légale, il n'y a pas d'autopsie, il a pu mourir d'autre chose, d'une infection, d'un arrêt cardiaque sur un stress, etc. Donc je ne sais plus les exemples qu'elle avait donnés parce qu'il y avait une petite barrière de la langue et qu'elle parlait très vite. Mais elle n'avait pas voulu mettre son dossier dans les morts. Alors qu'il est clair qu'il est décédé suite à l'explosion de et la disparition de sa jambe. Donc c'est pour ça que c'était une des choses dont j'ai parlé dès mon retour. Il faut multiplier ces chiffres. Et mes collègues et moi l'avons dit à l'Assemblée nationale. Et pour Abir, c'était un manque d'insuline, c'est oui. ça? Donc c'est un manque d'un matériel qui est bloqué par l'armée israélienne qui organise le blocage de toute aide alimentaire ou de toute fourniture de matériel médical. Nous les avons vus, les camions, puisque nous les avons traversés à la frontière. Les kilomètres de camions qui attendent d'entrer. Abir, il lui manquait de l'insuline. Et Abir, elle est venue aux urgences, c'est moi qui l'ai accueillie, avec son petit garçon Ryan qui avait 4 ans. Elle est diabétique depuis l'enfance, donc elle connaît son traitement et elle sait comment gérer une grossesse avec son diabète. Elle n'est pas primipare. Donc cette femme, elle meurt parce qu'elle n'a pas d'insuline et qu'elle n'a pas de nourriture adaptée à son diabète. Donc c'est une mort de la guerre. Bien sûr. Elle n'est pas comptée. Et c'est pour ça que j'ai voulu lancer un « Je suis Abir » parce qu'elle n'est pas comptée dans les morts de cette guerre. C'est la tuer une deuxième fois pour moi. Vraiment, j'en ai eu vraiment le cœur brisé parce que ne pas réussir à la faire comptabiliser, c'était comme la tuer une deuxième fois. C'est pas reconnaître la responsabilité de la guerre, c'est effectivement
effectivement ça. Et sur justement ces 15 jours que vous avez passés à Gaza, je me rappelle d'une formule qui était la vôtre quand on vous a reçu ici il y a quelques mois. Euh, Vous nous disiez, je vis Gaza, je mange Gaza, je dors Gaza, j'ai l'impression de n'être jamais revenu. Oui. Est-ce que c'est toujours le cas? Bien sûr, plus que jamais. Bien sûr, je rêverais viscéralement de retourner à Gaza, effectuer une mission de nouveau, leur apporter un peu de chaleur que j'ai pu leur apporter. Je suis toujours en lien avec tous mes collègues. J'en ai perdu un pour la première fois il y a à peu près 2-3 semaines. J'ai eu le cœur brisé, j'en ai pleuré tellement fort. J'ose pas imaginer comment eux euh, le vivent en fait. Moi, je l'ai côtoyé 15 jours et là, c'est 6 mois, 7 mois d'amitié très intense. Le perdre a été horrible. J'ai revu nos vidéos où on chantait, j'ai revu nos photos. Il avait pris un moment mon téléphone où il avait fait des selfies. Ça a été horrible de le perdre. Je rêverais y retourner. Et même eux, vous savez, ils ont découvert sur Al Jazeera ce qui m'est arrivé jeudi dernier. Je me suis faite, excusez-moi, enguirlander en me disant qu'il fallait que j'arrête mon engagement, que je leur manque, qu'ils veulent que je revienne. Mais vraiment, profondément. Mais qu'est-ce que tu fais? Nous, enfin, chacun me disait nommément, j'ai envie de te revoir, tu me manques. En faisant ça, tu pourras plus revenir. Arrête. Je t'avais dit d'arrêter. Je t'avais dit que c'était dangereux, tes prises de parole. Je dis, mais je fais rien, je témoigne factuellement. J'ai rien fait. Est-ce que tu as lu le journal? J'ai enregistré. J'ai rien fait. Oui, mais même, tu te mets en avant. Arrête. Et ça me fait tellement mal au cœur. Je veux y retourner. Et puis vous l'avez dit aussi, et je me rappelle d'une autre formule qui était la vôtre, qu'il fallait témoigner du génocide. Et que ce que vous faites est extrêmement utile, parce qu'il faut témoigner partout où c'est possible pour dire qu'on ne pouvait pas ne pas savoir. Et donc cette utilité, elle est extrêmement importante, précieuse. Donc les liens, ils sont encore très forts avec vos collègues. Vous avez un contact, vous vous parlez, Oui. vous avez des informations qui vous parviennent, j'imagine, par exemple, du fait que les écoles de Gaza sont systématiquement ciblées maintenant par l'armée israélienne. C'était le cas déjà, évidemment, au début. C'est le cas encore plus maintenant. On a vu que pendant l'été, près d'une vingtaine d'écoles ont été ciblées en moins de 2 semaines. Je crois qu'il y a 287 établissements qui ont été complètement rasés de la carte. Donc vous avez encore ce lien fort avec vos collègues. J'ai été une des premières, voire même la première, à publier et à communiquer sur la fermeture de l'hôpital européen qui a eu lieu le 1er juillet dernier. Parce que mes collègues étaient en train de travailler, ils ont reçu les tracts et les SMS leur demandant de vider l'hôpital. Je rappelle que l'hôpital européen à Khan Younes, où nous étions, est un hôpital qui abritait entre 25 et 30 000 personnes constamment dans l'hôpital, quasiment 1000 personnes hospitalisées. C'était une catastrophe. Et pour moi, ce jour-là, j'ai compris que ça signait aussi l'arrêt de mort de tous mes collègues. Et le collègue que j'ai perdu, qui s'appelle Emad Daga, qui était un infirmier en réanimation, qui n'était pas rémunéré, qui a travaillé tous les jours avec ses vêtements civils parce qu'il n'avait plus de tenue de travail. Il a travaillé tous les jours depuis le 7 octobre. Alors surtout parce qu'il vient d'une grande famille et que le fait de travailler lui permettait d'avoir un repas. Et également parce que c'est quelqu'un de tellement généreux qu'il avait envie d'aider ses collègues également. Donc être déplacé, c'est signer son arrêt de mort. C'est juste qu'on ne sait pas quand. Et il le savait. Il savait qu'il a été déplacé entre le 1er juillet et le jour de sa mort, le 29 août dernier. Il a été déplacé 9 fois. Donc c'est l'enfer. Et ensuite, on me dit, mais c'est l'enfer, mais tu veux y retourner. C'est l'enfer, mais je ne me suis jamais sentie aussi bien qu'au milieu de Palestiniens. Et Iman, j'ai une dernière question. On en parlait à l'instant sur l'aide, justement, sur ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider et pour aider la cause du peuple palestinien concrètement? Est-ce que c'est via les réseaux sociaux? Est-ce que c'est via aussi des cagnottes pour aider toutes les voix de la paix qui sont intimidées? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Bien sûr, il faut ne jamais cesser de parler de la Palestine. La technique de l'autruche ne fonctionne pas. J'ai beaucoup de personnes qui s'excusent, qui me disent « j'ai pas pu voir ta story » ou « je ne partage pas parce que c'est trop dur pour moi ». On te demande juste de visibiliser. Arrêtez d'en parler. Si nous faisions tous la même chose, ils mourraient dans leur coin et le nettoyage ethnique arriverait à ses fins. Et le but est aujourd'hui... En fait, il faut savoir que la Palestine, on me dit beaucoup, ça ne me regarde pas, c'est loin. Non, renseignez-vous. Il y a des détails que je ne peux pas donner, mais s'il vous plaît, première chose, ne vous dites pas que c'est trop complexe pour comprendre. Pas du tout. Référez-vous au droit international. Référez-vous à quelques écrits qui ne seront pas longs, à quelques documentaires bien faits. Vous verrez que la liberté du peuple palestinien ne concerne pas que la Palestine et ne concerne pas que ce peuple. Il en va de beaucoup d'autres choses. Croyez-moi, ce sont des faits. Je ne suis pas du tout quelqu'un de complotiste, loin de là. Ce sont des faits clairs. Intéressez-vous juste
au droit international, aux ordonnances, notamment celle du 19 juillet dernier, quelques petites pistes, des dates clés, quelques écrits, et vous comprendrez que ce n'est pas si complexe que ça, et ça nous regarde. Croyez-moi que ça nous regarde, vraiment. Donc j'espère éveiller, en vous rencontrant aujourd'hui Sylvain, j'espère éveiller un sursaut, un réveil de toutes ces personnes que moi j'appelle un peu les neutres. Mais aujourd'hui, la zone grise n'est plus acceptable. C'est pas possible d'être dans le gris. Merci beaucoup, Iman, pour cet Avec entretien. plaisir. Et à bientôt. À bientôt, merci. Retrouvez-nous sur tous les réseaux de l'Insoumission, sur le site, le Twitter, Instagram et TikTok, pour revisionner cet entretien et découvrir nos autres formats d'entretien. Merci à vous.